Et bienvenue pour l'épisode 95 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Et bien voilà, c'est facile à faire une intro finalement. Je sais pas, la dernière fois j'avais bugué. Je pense que c'est les rêves étranges de la pivot noire. Vous ne savez peut-être pas à quoi je fais référence, mais c'est pas grave. Qui me hante. Bref. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. C'est pour ça que je reviens, hein, parce que si j'avais rien, ben, je reviendrais pas. C'est logique. J'ai pas mal tricoté, j'ai des projets finis, j'ai des en cours et aussi j'ai le bilan du Lainathlon à vous faire, donc ça fait déjà pas mal de trucs et je vous ai préparé même un peu de lecture. Wouhou. Ça c'est pour moi, c'est ma tournée. Désolée pour la lumière qui est franchement pas top, j'ai dû mettre une lampe lumière du jour, je fais ça parce qu'elle est là, juste au-dessus de ma tête. Ouais, j'étais obligée parce que là il fait un temps vraiment moche, on avait envie de printemps et ce matin, je vous le donne en mille, il neige. Ouais. Alors là ça s'est arrêté, et puis c'était de la neige fondue quand même, faut pas déconner non plus. Mais ouais, il a neigé quand même ce matin les amis. Ouais, c'est bizarre. Bon, et ben sur ce petit point météo hyper intéressant, on va passer tout de suite au tricot et à la partie tada! Et dans la partie tada, il y a un gros tada. C'est impressionnant. Il est énorme. C'est ma robe en laine. Et oui, parce que sinon ce serait bizarre. Quoique je vous dirais, on pourrait faire une robe en tricot sans laine. Il suffit de prendre soit de l'acrylique, soit des cotons, du lin ou des choses comme ça, des matières végétales. Ou soit, je suis pas sûre qu'on appelle ça de la laine pour tout ce qui est poil d'autre chose que du mouton, vous voyez, genre chameau, yak, angora, alpaga, tout ça. Je suis pas sûre qu'on dise laine, hein. Mais moi c'est de la laine, il y a du mouton là-dedans. Il n'y a pas que du mouton d'ailleurs, je vous ferai le détail des laines après, mais il y a du mouton en grande partie. Et il y a de la chèvre aussi. J'aime bien mélanger les animaux, ça fait méchoui un peu mon histoire. Bref. Donc voilà ma robe, dans toute sa splendeur robesque et torsadesque. Oui, je vais peut-être vous l'essayer, hein, ça pourrait être bien, mais d'abord je vous en parle parce que ce sera plus facile, je pense. Donc on va commencer par le commencement, parce que en général, c'est par là que c'est mieux de commencer. En tout cas, c'est comme ça que c'est le plus clair, je pense. La laine. Donc la laine, j'en parlais justement, il y a de la chèvre et il y a du mouton. Il y a même de l'alpaga, non mais c'est n'importe quoi ce mélange. Donc ma laine principale, enfin la laine qui a tout déclenché, on va dire, c'est celle-ci. C'est un mérino, c'est pas du tout un mérino, c'est un mohair, donc de la chèvre. C'est un mohair qui n'est pas un mohair comme on a l'habitude de voir chez les teinturières indépendantes, c'est-à-dire qu'en général, tous les mohairs qu'on voit, c'est tissu dessus. C'est du kit silk, quoi, du mohair et soie avec en épaisseur lace. C'est-à-dire un gros métrage, genre pour 100 grammes, 800 mètres, un truc comme ça, même plus. Je sais pas exactement, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, puisqu'on a une laine. Donc c'est un mohair à 80% et 20% polyamide. Je me suis gardé la petite étiquette. C'est très intéressant qu'elle contienne du polyamide, puisque moi j'avais une autre pelote de cette base-là. Je l'avais tricotée en double aussi avec un mérinos, et j'en avais fait des chaussettes dont je me sers un peu en chaussons, quoi. C'est mes chaussettes de soirée. Je les porte tout le temps, elles n'ont pas bougé, mais vraiment pas. Donc
Le polyamide fait que c'est... Déjà le mohair c'est une fibre assez résistante, mais alors avec du polyamide c'est bon, c'est hyper résistant. Et donc en termes de métrage, c'est un métrage sport que j'ai, mais il reneige. Non mais c'est la folie. Bref, c'est pas grave. C'est un métrage de sport, fingering, c'est-à-dire 300, je crois que j'avais compté 360 et quelques mètres, 366 mètres peut-être au 100 grammes. Le métrage n'était pas indiqué sur les chevaux, donc j'ai dû calculer mon métrage avant pour être sûre d'avoir assez. Et donc voilà, et cette laine, elle vient de l'école de la laine de Val dans les Deux-Sèvres, et c'est ma sœur qui me l'a offerte pour ma fête. Voilà, vous saurez tout, parce qu'on se fait aussi des cadeaux de fête, parce que je sais, chez moi, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais alors on saisit la moindre occasion de se faire un cadeau, hein. On voudrait surtout pas passer à côté, donc on fait tout, hein. Voilà, donc voilà pour cette laine, et ensuite je l'ai mixée avec 2 autres laines. La laine principale étant celle-ci, et voilà ce qu'il me reste, il me reste très peu, je pense qu'il m'en reste 30 grammes, un truc comme ça. C'est la Mérinos nylon, donc la base chaussette de Célène, de Cécile, que j'avais acheté au Festival Wool & Music l'an passé, pour aller exprès avec. J'avais cette laine-là d'avance et je m'étais dit à Wool & Music, je lui trouve un copain. Et j'avais trouvé ça, qui est très très bien. Et donc c'est de la figurine, voilà. Et le truc, c'est qu'après, je me suis dit, ah, j'aimerais trop me faire une robe avec ça, comme mélange. Une robe en laine. Et sauf que le problème de ça, c'est que je pouvais pas, comment dire, j'avais pas assez de métrage. Parce que vous voyez quand même, il faut un peu de longueur. Et encore, je suis une mini pouce, hein, je fais 1m62 précisément. Donc je suis pas bien grande, mais quand même il faut quand même vachement de laine, quoi, on est d'accord. Surtout que sur cette robe, détail non négligeable, toutes les côtes sont doublées. C'est-à-dire que on part avec, voilà, je vous montre ça. Vous voyez là, c'est un ourlet double. Ce qui est bien parce que ça donne un peu de poids et de tenue du coup en bas. Parce que le but c'est quand même qu'elle reste en bas, hein. J'ai pas envie qu'elle se relève tout le temps. Pour l'effet Marilyn, mais version laineuse, on repassera. Et donc les poignets sont doubles et aussi l'encolure est double. Donc ça fait pas mal de tricots doublés, donc ça rajoute encore du métrage. Et donc comme je pensais à juste titre que je n'aurais pas assez de laine, j'ai utilisé cette laine-ci, qui est une laine que j'ai depuis hyper longtemps dans mon stock. Ça doit faire plus de 4 ans, peut-être 5 ans que je l'ai. C'est une laine de Hula Hoops, qui est une laine, comment dire, c'est une laine chaussette, mais avec un mélange d'alpaga. C'est, je sais même plus vous dire, c'est genre alpaga, nylon, mérinos alpaga nylon, ça pourrait être un truc comme ça. Je pense que c'est un truc dans ce genre-là. Donc voilà, en tout cas, elle est très belle cette laine. Et en fait, c'est une des premières laines que j'ai achetées dans les laines teintes à la main, tout ça. Mais du coup, je la trouvais tellement belle que je la tricotais jamais. Ridicule. Et en fait, j'ai bien fait parce que c'est... Alors, comme ça, on dirait, c'est pas du tout la même laine. Mais comme on la double avec du mohair et que le mohair prédomine, quand on mélange un mohair avec une autre laine, en général, c'est la couleur du mohair qui prédomine. Et alors, surtout quand on a un mohair épais comme celui-là, mince, faut que je fasse attention, j'ai fait trembler la caméra. Je disais surtout quand on a un mohair épais, évidemment il prédomine, quoi. Et donc regardez, je vous montre parce que là on a en côte, du coup j'ai utilisé en côte celle-ci. Et vous voyez, ça fait pas une différence marquante. En fait, mes écheveaux de ces laines font un effet un petit peu plus blanc. Mais c'est pas... on se dit pas, ah mon dieu, elle utilisait des écheveaux!
Qui dirait ça? Personne. Mais ça se voit franchement à peine, même quand on est au courant, quoi. Et j'ai utilisé donc de nouveau cette laine pour les côtes des poignets, mais pas pour les côtes du col, puisque j'avais assez avec ça, donc j'ai continué. Enfin, j'ai fait avec. Voilà pour les laines. Pour le modèle, je vous ai même pas dit encore le modèle. On va être long hein, sur ce modèle, sur ce tricot. Le modèle, c'est un modèle de Aurélie la poule. Donc c'est Aurélie Tixier et c'est la poule à petits pas aussi sur internet. Et je sais plus, sur Instagram ça doit être Aurélie la poule. Bref, quand vous voyez une Aurélie et une poule, c'est ça. Et donc Aurélie la poule avait publié un modèle dans le Pom Pom Mag de l'automne. C'est le Pom Pom Mag où il y avait également Audrey Borrego qui avait publié son modèle Atlantica que j'ai fait et que je porte tout le temps. Et donc je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait donc un pull tunique à la base d'Aurélie. Et je me suis dit, super, pour faire une robe, il suffit que je rallonge un peu, ça fera une robe, quoi. Sachant que je voulais pas une robe avec, avec une forme ou quoi, je voulais un truc basique, quoi. Tout droit. Voilà, la vraie sweat dress, comme on dit, la vraie robe pull, un pull mais plus long, quoi. et donc j'ai craqué sur ce modèle plein de torsades que je trouvais très très joli. Après, il faut savoir que je n'ai pas du tout le même échantillon qu'Aurélie, puisque Aurélie tricote très déjaugé. Elle a utilisé, elle, un mérinos et un kit silk lace, donc elle tricote en aiguille 5 ou 5,5. Donc ça fait un effet pas du tout le même. Ça fait un effet pas du tout le même. Aucun problème de français dans cette phrase, hein. Ça ne fait pas du tout le même effet que pour moi, puisque elle, ça donne un effet très léger, très drapé, très très vaporeux, c'est le mot que je cherchais. C'est ça, vaporeux, le signe pour vaporeux. Et moi, ça fait pas du tout un effet vaporeux, ça fait un effet plus lourd, plus dense, mais c'est ce que je voulais parce que moi je voulais une robe très chaude et je l'ai, je peux vous le dire. Ce qui est trop cool, c'est que comme il fait un temps cracradoc depuis le début de la semaine, j'ai pu la mettre, je l'ai mis 2 jours et j'ai pu valider complètement cette robe que j'aime beaucoup. Pour la construction de cette robe, on part. Alors le modèle il est que en anglais, hein. Par contre je vous préviens parce que Pom Pom Mag c'est tout en anglais et je pense pas que les designers puissent sortir les modèles rapidement à part. Il me semble que c'était 1 an, c'est Audrey qui en parlait pour son modèle Atlantica. Et je crois que, pardon, je baille, c'était 1 an je crois pour pouvoir le sortir, donc à l'automne prochain peut-être il sortira en français. Je sais pas ce que compte faire Aurélie. Donc pour la construction, on part du bas. C'est un bottom qui veut dire le bas, up qui veut dire en haut. Donc on va du bas vers le haut. Et on commence par ses côtes. Donc on tricote, je sais plus, c'est 12 cm de côte. On tricote 6 cm, on fait un rang un peu différent et ensuite on retricote 6 cm. Et ce rang un peu différent permet de plier facilement l'ourlet, quoi, qui se plie au bon endroit. Sachant que moi, je me suis un peu trompée j'ai fait un rang en trop, je pense, parce que vous voyez, ça se plie pas pile poil sur le rang différent. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Ça se plie un peu après, mais bon, c'est pas grave, puisque du coup, on voit pas ce rang, moi, sur l'endroit. Il est planqué un peu derrière. Ça change pas grand chose. Ensuite, on tricote les mailles ensemble, en gros, on plie, on tricote les mailles ensemble, et ensuite on continue avec
avec le panneau de torsade et tout ça. Donc on a un panneau de torsade avec des petites torsades, une plus grosse tresse là, et c'est toujours les mêmes, vous voyez, c'est toujours les petites torsades et les tresses qui sont alternées, donc voilà. Et pour tout le reste, c'est du jersey en vert. Alors comme on tricote en rond, on tricote que des mailles en vert. Moi ça ne me dérange pas, mais je préfère le préciser pour celles qui ne sont pas chaudes de la maille en vert, vous voyez. Là c'est vraiment que... donc en gros, jusqu'aux emmanchures, on est en maille en vert. Et ensuite, après les emmanchures, on sépare le dos et le devant. Et donc là, on continue en aller-retour, ce qui fait que du coup, on a des mailles en droit au lieu d'avoir tout le temps des mailles en vert. On alterne les rangs mailles en droit et les rangs mailles en vert. Et donc là, on continue par contre devant le motif. Voilà, bon, il n'y a rien de complètement compliqué, quoi, hein, ça va. Le truc que moi j'ai trouvé compliqué et pas bien clair du tout dans ce modèle, ce sont les épaules. Alors que on m'a dit que c'était des manches marteau. C'est deux d'entre vous qui me l'ont dit dans un de mes vlogs, je crois, ou dans le dernier épisode de podcast. Ce sont les manches marteau et non, ça doit être dans les vlogs. Dernier podcast, j'avais pas parlé de ça. Et les manches marteau sont très mal expliquées. Moi j'ai eu vraiment du mal à comprendre. J'en avais jamais fait, faut dire. Mais c'est pas une raison quoi. Je veux dire, vu le bagage tricot que j'ai quand même derrière moi, j'ai tricoté quand même pas mal de pulls. Et puis pas mal de tout quoi. Pas mal de chaussettes, pas mal de châles, pas mal de plein de choses. Ça m'arrive quand même, mais pratiquement jamais, de pas comprendre une technique. Donc là, je voyais pas. En fait, c'est mal expliqué, c'est tout quoi. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, elle dit, parce qu'on se retrouve avec le devant et l'épaule dos, et cette bande-là au milieu n'existe pas, et on n'a pas d'encolure. Et elle dit en gros de reprendre les mailles là, et ensuite de reprendre les mailles à la suite de reprendre les mailles là, et après on fait ça. Sauf qu'en fait, elle ne dit pas que là, il faut couper le fil et reprendre un fil pour derrière. Ce qui fait que moi, au début, j'avais tout joint. Et je me suis dit, bah, c'est pas logique, si je joins tout, après, je vais pas pouvoir descendre mon motif, là. Vous voyez qu'elle continue, là. Donc, en effet, il fallait relever des mailles, couper le fil, relever d'autres mailles, recouper le fil, enfin, on coupe le fil 15 fois. Et en plus, on avait rabattu toutes les mailles. Sachant que ce qu'on peut très très bien faire pour des lignes d'épaule, c'est des rangs raccourcis. On garde les mailles en attente sur les aiguilles, comme ça on n'a pas de mailles à relever, et ensuite on fait nos manches marteau. Ça aurait été beaucoup plus simple. Après, peut-être que c'était moins facile à expliquer dans un magazine, surtout où la place est un peu restreinte, d'expliquer des rangs raccourcis plutôt que d'expliquer de rabattre. Ça, c'est sûr, c'est peut-être moins facile. Et puis des rangs raccourcis dans un motif de torsade, c'est peut-être un petit peu moisi comme cadeau, quoi. C'est peut-être le cadeau empoisonné. Mais bon, cela dit, pour la technique pour relever les mailles, c'est pas du tout clair non plus. Hein. Bon, bref, j'ai quand même réussi, voilà. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on... Alors j'ai bien suivi ces indications. Ça peut paraître un peu étrange au niveau des indications de diminution pour les emmanchures. Oui. C'est ça. Enfin, non, c'est pas les emmanchures, mais c'est pour les manches, quoi. C'est ici, là. On diminue très... Ah, attendez, si je peux vous montrer ça. On diminue très très fort, très très vite. Et c'est vrai que je me disais, c'est un peu bizarre de diminuer autant et tout, mais en fait, j'ai suivi, je me suis dit quand même, elle sait de quoi elle parle. Et effectivement, elle sait de quoi elle parle. C'est très bien, ça tombe très très bien. Donc on fait ces manches marteau, ensuite on descend la manche, ensuite on fait les poignets. Donc moi j'ai repris ma petite laine hula hoops. Et les poignets, on fait de nouveau comme le bas, c'est-à-dire qu'on tricote 6 cm, on fait un rang différent et on retricote 6 cm, ce qui permet de replier. Et ensuite on fait une couture vers l'intérieur normalement, donc normalement comme ça.
Mais moi, j'ai décrété que je voulais pas faire ça. Ça aurait fait ça, voilà. Mais je voulais pas faire ça, moi j'aimais bien. Dans le Atlantica, là, il y a des grandes côtes et on peut les rabattre, quoi, en faisant un ourlet. Et je trouvais ça joli, et donc je me suis dit, je vais faire ça, sans les coudes, sans rien. J'ai pas fait le rang différent non plus, parce que je me suis dit, si jamais, parce que moi, elle pèse une blinde, ma robe. Elle est hyper lourde, parce qu'il y a l'équivalent de 300, bien 320 grammes de mohair, plus sans doute la même quantité de fingering, à peu près, un peu plus, je pense 360 grammes de fingering. Donc vous voyez, ça fait en gros 700 grammes, quoi. 700 grammes de laine, ça pèse, et je me suis dit, si jamais les manches s'allongent, parce que là je ne l'ai pas bloqué non plus, si jamais les manches s'allongent, je pourrais tricher un petit peu avec mon revers et remonter un petit peu plus, avoir des plus longues côtes, mais c'est pas grave, et ça me permettra de ne pas avoir les manches qui m'arrivent ici, quoi. Voilà, et puis je trouve ça plus joli. Voilà, c'était moi, quoi. Ensuite, voilà, une fois qu'on a fait les deux manches et les poignets, on vient relever les mailles pour l'encolure. Là c'est très bien expliqué, par contre, il n'y a aucun souci. Et voilà, on fait l'encolure, on fait de nouveau ce truc de rang différent que là j'ai fait du coup, et on rabat vers l'intérieur, et on fait un rabat à 3 aiguilles, donc c'est assez simple. Et voilà ce que ça donne. La robe est magnifique. Je vais vous montrer ça. Ouais. Hop. Bon, j'ai pas vraiment la tenue qu'il faut en dessous, mais on s'en fiche, hein. C'est pour vous montrer un peu comment ça donne, et puis je pense qu'on verra quand même à peu près ce que ça fait. J'en suis vraiment très contente. Elle picote un petit peu, mais je pense que je vais m'habituer. Puis je pense qu'aussi, comme je ne l'ai pas bloqué, le lavage va lisser peut-être un petit peu les petits poils qui picotent. Mais elle ne me pique pas au cou, bizarrement. Voilà. Hop là. Hip. Voilà comment elle me va. Donc vous voyez que les manches, on rabat très fort, mais ça va bien. Hein, c'est cool. Vous voyez ce poignet comme ça. Je vais peut-être la garder pour la fin, comme ça serait rigolo. Hop là, je tiens un petit peu. Voilà. Et je vais vous montrer aussi un petit peu, je ne sais pas ce que vous allez voir. Oui, j'ai un jogging en dessous. C'est la classe. Vous voyez? Voilà, alors j'ai bien de la place, hein, mais ça fait, j'aime bien le fait que ce soit un petit peu snug, comme on dit en anglais, un petit peu près du corps, quoi, mais pas trop. Et voilà, et elle m'arrive, donc là, elle m'arrive, je peux vous donner peut-être un numéro avec une mesure par rapport à mes genoux, environ 15 cm au-dessus des genoux. Donc c'est une robe qu'on porte avec un collant opaque. Je sais pas comment vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez, elle arrive là. Et j'en suis hyper contente. Vraiment. Hop, je vais rester comme ça. Parce que c'est rigolo. Donc voilà pour mon premier objet fini, qui est quand même pas un truc... même si on est en grosses aiguilles et tout, c'est quand même assez long à tricoter, hein, on va pas se mentir. Toutes les torsades partout, même sur les manches. Vous voyez, il y a 3 torsades sur les manches quand même. Bon, il faut les tricoter, quoi. Ça prend un peu de temps. Mais ça vaut le coup parce que franchement, à la fin, on a vraiment une pièce hyper unique, quoi. Alors moi, elle est d'autant plus unique que j'ai fait des erreurs, hein. Je sais plus où, il y a une torsade ratée. Il y a une partie de torsade que j'ai ratée sur une des manches. Mais je vous mets au défi de la retrouver, hein, faut vraiment tomber dessus. Et il y a des torsades où j'ai un peu raté la... elles sont plus longues que les autres, quoi. J'ai fait des rangs en plus. Bon, là, je crois. Celle-là, c'est un peu plus grand que ça.
c'est pas très grave. Hein. Franchement, noyer dans la masse, ça se voit pas. Moi, ça me perturbe pas. Donc bon. Et puis je pense pas que quelqu'un, de la même manière que personne va dire ah, t'as pris deux couleurs différentes. Personne va venir me dire ah, ta torsade elle est plus longue là. T'as rajouté des rangs, ma cocotte. Non, personne va me dire ça, donc tout va bien. Donc voilà pour ma super robe en laine dont je suis hyper contente. Ensuite, pour les objets finis, on a deux petites choses qui se cachent dans un petit sac à projet. Et ouais, il y a deux objets finis dans ce sac à projet. Autant vous dire, c'est pas des trucs énormissimes, mais c'est juste la mignonitude incarnée. C'est genre, mais tellement beaucoup trop chou, quoi. Mes petits lapins. Je vous expliquais dans le dernier podcast, oui, ça je vous l'avais montré, le patron et tout. J'avais pas encore commencé les lapins, ils sont un peu pliés parce qu'ils étaient dans le sac, mais bon voilà. Que je voulais faire des petits lapins pour Pâques, pour planquer dans le jardin, c'est le projet Lapin dans le jardin. Il y a la créatrice By Petit Modèle ou By Petit Modèle qui fait des jolis petits patrons de crochet, qui m'a envoyé des patrons de lapins au crochet aussi. Donc il faudrait que je vois si j'ai le temps d'en faire, mais peut-être, hein, puisqu'on n'est pas encore... Pâques c'est 4 avril et là on est le 19 mars, donc il y a encore un peu de temps. Mais en début, j'ai fait ces lapins comme j'avais prévu de le faire, avec le patron de... Donc là c'est au tricot. Elle a une énorme queue. Elle a pas sa queue encore. Vous voyez, j'ai dit objet fini, mais c'est pas vrai. C'est un presque tada. Tada! J'ai pas fait tada. Oui, le modèle, c'est les... attendez. Parce qu'en plus, il y a une photo de patron qui est assez rigolote, assez mignonne. Ah, c'est là. C'est ça. Les Rabbit Rascals de Wendy Phillips sur Ravelry. Et ils sont très très mignons. En gros, c'est le même patron de lapin. Et on fait des variations au niveau de la tenue, au niveau des couleurs, au niveau des petits accessoires pour faire différents types de lapins. Certains diraient des lapins filles, des lapins garçons, mais bon, une fille peut bien être en salopette si elle a envie. Hein, la preuve, moi je porte des salopettes. Donc voilà, c'est plus, on peut changer les tenues. Elle propose en gros, comme tenue, il y a soit donc la salopette longue, il y a la salopette courte. Bon, c'est juste une mini modif, on est d'accord, mais bon, c'est rigolo quand même. Il y a la robe, il y a la jupe, c'est une jupe en laine, et il y a la jupe en tissu. Elle propose, elle explique comment faire avec un petit bout de tissu pour faire cette jupe au lieu de la faire en laine. Voilà. Au niveau des petits accessoires, pardon, il y a des cheveux dans mon tricot. Des petits accessoires, vous voyez que celui-là, il a une petite écharpe, alors que elle a un petit col voilà, avec un petit ruban que je trouve très rigolo, et un petit nœud à l'oreille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des choses à dire sur la construction. J'en ai parlé en vlog. Je suis assez étonnée de voir que beaucoup de petits animaux, de petites choses en laine, de petits jeux en fait pour... j'allais dire pour les enfants, mais pas forcément pour les enfants d'ailleurs, puisque je fais une crèche au tricot et c'est pareil, c'était pas, les patrons ne sont pas expliqués en rond, ils sont expliqués à plat. Donc on tricote à plat et après on fait des coutures. Sauf que moi j'adapte en fait tous les patrons parce que j'ai pas du tout envie de me taper toutes ces coutures, on va être clair. Autant j'adore faire des petits animaux et tout, vous savez, j'en fais tout le temps, quoi. En gros, il y en a toujours plusieurs fois par an, hein. Mais alors, j'ai pas du tout envie de me retrouver à faire plein de coutures partout. Un petit peu de couture, c'est normal parce que
Des fois, il y a des éléments comme là, par exemple, les oreilles. Bon, je pense que c'est plus simple, effectivement, de les faire en couture, de les faire à part et de les coudre. Mais il y a quand même des techniques de tricot qui existent pour ne pas avoir à tout tricoter à plat. Parce que là, c'est-à-dire que dans le patron, ce qui est proposé, c'est que la tête, on la tricote à plat et ensuite on coud, on rembourre. Enfin, on rembourre, on coud. Les bras, chaque bras est tricoté à plat, chaque jambe est tricotée à plat. Là, le corps, vous voyez, il est tricoté aussi à plat. Et la jupe aussi. Tout est tricoté à plat et après, on fait les coutures. Moi, je suis pas du tout adepte de ça. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je veux bien tricoter à plat quand il y a un intérêt, mais quand il n'y en a pas, non. Donc, automatiquement, ce que je fais, c'est que je prends le patron et je tricote en rond au lieu de tricoter à plat. Ça fait quelques petites adaptations, mais ça n'a rien de sorcier non plus, quoi. Et là où il y a eu, je pense, où j'ai dû le plus réfléchir, c'est pour la salopette, pour tricoter en rond. Parce que bon, c'est un pantalon en laine, quoi. Donc effectivement, il fallait un peu réfléchir quand même. Donc voilà. D'ailleurs, je peux vous montrer, alors là c'est rigolo, le lapin, je vais vous montrer sur celui-là parce que la robe elle est vraiment hyper serrée, donc j'ai pas trop envie de l'enlever. La queue elle est cousue sur sa salopette. Il a plus de queue. Ça me fait rire. Ça ne fait peut-être rire que moi, mais ça me fait rire. Donc au niveau de la construction du lapin, on tricote d'abord la tête. Donc moi j'ai tricoté en rond, hein, voilà. Ensuite on tricote les petites oreilles à plat au point mousse. Ensuite on tricote chaque bras séparément. Voilà, alors bon là du coup on fait des rayures, alors ça peut être un petit peu fastidieux, c'est pas non plus sorcier, puis c'est vite fait, hein. Elle propose une petite technique là pour faire un petit poignet en resserrant un peu, bon pourquoi pas. Ensuite on fait donc cette partie là, le corps. Ensuite on fait chaque jambe séparément. Pareil, on fait un petit technique pour resserrer là, pour faire genre regardez il a des pieds. Et ensuite on coud. Donc on coud les oreilles sur la tête, on brode la tête. Donc là, ouais, j'ai pas fait pareil les yeux sur la deuxième. Je trouve qu'ils sont plus réussis sur du coup la petite deuxième. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, c'est du détail, hein. Alors sur lui, on a pris un fil, fait des nœuds et ensuite ouais c'est ça, hein, planter les fils pour à l'endroit qu'on voulait. Et elle, j'ai fait un point de nœud en broderie et c'est plus joli, je trouve. Ensuite, on vient coudre, donc on brode le petit museau. Pour broder, j'ai pris de la laine Fabelle noire, la laine à chaussettes noire. Et là, j'ai pris un petit peu de coton perlé rose que j'avais. Ensuite, on vient coudre la tête sur le corps. On coud les bras aux épaules, les jambes en bas. Et après, on vient faire la salopette. La salopette, on fait d'abord vraiment toute la partie bleue. Et après, on vient faire les bretelles. Les bretelles, elles sont faites, vous voyez, c'est pas un I-cord. Parce qu'au début, je pensais que c'était un I-cord, mais non, c'est pas un I-cord. On monte des mailles, on les rabat. Et voilà, ça fait ça. C'est pas mal aussi, hein. Mais bon, un I-cord, ça aurait pu le faire. Bon, après, c'est pas dramatique. Après, on vient coudre les bretelles. Si je mets à l'endroit, c'est mieux. Et puis ensuite, tout simplement, on vient faire un petit pompon avec la technique de la fourchette. C'est-à-dire qu'on enroule la laine autour d'une fourchette. Ensuite, on passe un fil à l'intérieur, on serre, on enlève la fourchette, on coupe et voilà, ça fait le pompon. Pour faire des mini pompons, c'est pratique. Hop. Et ensuite, on vient faire le petit foulard.
Alors le foulard c'est pareil, on monte des mailles, on les rabat et voilà, ça fait un foulard. Pour la fille, c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas tout le tralala des bretelles et tout et compagnie là. Donc on fait la jupe qui se fait de bas en haut. Et puis ensuite voilà, on rabat. Alors moi j'ai un petit peu modifié la jupe parce que vu comme c'était fait, la jupe était beaucoup trop large et il fallait la coudre sur le lapin. Moi j'avais pas trop envie, je voyais pas trop l'intérêt. Donc j'ai fait 2 rangs de plus, j'ai fait une autre série de diminutions et puis comme ça elle est bien serrée sur mon lapin. Ensuite on fait le petit col, donc en gros c'est la même technique que l'écharpe mais plus court et on garde les laines des bords du montage et puis de rabat pour faire le petit nœud, donc voilà, c'est le petit détail bien pensé je trouve. Et puis le petit nœud, c'est pareil, on fait quelques mailles en rabat, on enroule de la laine, ça fait un petit nœud. C'est tout simple et ça marche quoi, franchement c'est hyper chou. Et donc je vais enchaîner avec le mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles il y a un autre lapin, parce que vous pourriez vous dire bon c'est bon, elle a fait 2 lapins, elle a 2 enfants, tout va bien. Mais en fait en faisant ce lapin là, je me suis dit, mais parce que je m'étais dit c'est plus pour ma fille en fait, bon, c'est un peu peut-être bête hein, de se dire le garçon pour le garçon, la fille pour la fille, mais je m'étais dit ça. Et en tricotant, j'ai réalisé d'un seul coup que ça n'allait pas du tout, puisque ma fille n'aime pas le rose. Et je lui ai fait un lapin tout rose, quoi. C'est un peu nul, quoi. Je me suis dit tout d'un coup, je fais non, mais ça, en fait, ça va pas, quoi. J'ai fait rose. Puis en plus, c'est vrai qu'au début, j'avais fait tout le corps. Et c'est là que j'ai eu, c'est en faisant les bras que j'ai réalisé, je dis non mais là c'est rose, rose, rose quoi. Alors là c'est un peu moins rose vu qu'il y a la jupe un peu avec une laine spéqueuse là et du jaune, ça rajoute un petit peu, ça temporise un peu le rose, mais quand même c'est hachement rose quoi, on est d'accord. Donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon à la base j'en voulais aussi un pour moi, on va pas se mentir. Et celui-là sera pour moi. Et pour Raphaël du coup j'en fais un autre qui sera dans les tons bleus, puisque ce sont les couleurs qu'elle aime et que c'est quand même vachement plus logique de faire quelque chose dans les couleurs qu'elle aime. Et donc j'ai fait hier soir la tête. Vous voyez à quoi ça ressemble la tête? Voilà, ça c'est la tête. Donc qui se mettra comme ça. Et je peux vous montrer juste les petits assortiments de couleurs que j'ai choisis. J'ai choisi ce bleu, ce gris légèrement bleuté, ça c'est de la froufrou et capucine. Ça c'est de la andine de la filature de Valgodemar, du baby alpaga. Et j'ai choisi pour contraster ce beau bordeaux qui est, il me semble, de la Imogène. Et je me suis dit pour ajouter un petit pep de couleur là, voilà, un petit jaune pour faire, je pense, parce que là je pensais utiliser en gros le bordeaux pour faire les chaussures, voilà, le gris clair, je sais pas trop comment je vais alterner tout ça en fait, le gris clair à la place du blanc peut-être. Et peut-être une ligne de jaune. Je vais voir, hein, c'est pas encore défini. Peut-être que j'enlèverai le jaune. En tout cas, ça, je trouve que c'est assez sympa comme assortiment. Voilà mes petits lapidos. Et donc, elle va être blanche aussi. Après, je me disais, ce serait rigolo d'en faire un 4e et de le faire pour mon mari. Il hallucinerait, je crois. Donc voilà pour ces petits lapins. Et alors ouais, ma grande question, parce que je suis partie dans mon délire tout à l'heure et j'ai même pas fini de vous dire ce que je voulais dire, c'est pourquoi les gens font-ils toutes ces petites peluches à plat? Je comprends pas pourquoi, je vois pas l'intérêt. Alors je me demandais si c'était parce qu'ils trouvaient ça trop fastidieux de le faire en Magic Loop.
parce que du coup on est vraiment sur un tout petit nombre de mailles et peut-être qu'ils trouvent ça fastidieux. Peut-être que aussi ils ont appris à tricoter à plat et que du coup eux ils continuent à plat, mais je vous jure que c'est vraiment très répandu hein, dans l'univers de la peluche tricotée, le tricot à plat. Il y en a un en rond quand même, mais c'est vraiment pas la majorité quoi. Soit je me disais, ils reprennent des vieux modèles en fait et ils les ressortent. Des vieux modèles, vous savez, genre il y a 50 ans quoi. Et ils les ressortent, mais du coup c'est à plat. Parce qu'avant on tricotait plus à plat. Je ne sais pas. C'est le grand mystère. Hop, donc voilà pour les lapins. Et qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Il y a des chaussettes. Des chaussettes que je fais dans la laine, dans cette laine jaune. Alors, attendez, il faut que je vous explique tout. J'ai commandé le livre botanique de Marie-Christine Lévesque et je l'ai commandé chez Bully Comme Tout en précommande. Il a mis un peu de temps à arriver parce que ça vient du Québec et puis qu'il y avait le Covid et puis patin couffin quoi. Et c'est pas grave, mais le principal c'est que je l'ai et donc je fais ce modèle qui est le modèle Rocaille de Marie-Christine Lévesque. Donc, puisque c'est que des modèles de Marie-Christine Lévesque. Ils sont tous très très sympas, je les avais montrés un peu dans le vlog, hein, donc je ne vais pas recommencer. Il y a un peu toutes les techniques, donc c'est sympa. Et en l'occurrence, donc moi je fais le modèle Rocaille en taille M, puisque c'est ce qui me va. Et je le fais dans la laine oignon que vend aussi Lily Comme Tout. Alors là, je suis en train d'espérer que je vais en avoir assez pour finir ma chaussette. Je verrai, au pire, je ferai une pointe contrastante, mais bon. Donc, le modèle Rocaille se commence d'en haut. On fait toute cette partie de côtes qui ne sont pas des côtes, qui sont de la brioche. On a un montage en picot qui est relou. Alors, je vous dis tout. Je vous dis tout. Il est un peu relou le montage en picot, mais bon, ça vaut le coup parce que c'est quand même assez sympa. La brioche, bon, pas de problème. Ensuite, un petit truc de trou-trou là. Et après, ça ne veut rien dire. Après, on enchaîne avec un motif texturé qui est hyper simple. C'est un petit point de semis, c'est les chaussettes d'Hermione, quoi. Si vous connaissez. Ensuite, on fait un talon renforcé. C'est la technique traditionnelle du talon avec un carré renforcé, un rabat et ensuite on relève des mailles et on forme le gousset. Voilà, voilà. Et puis on continue dessous le pied, on est en jersey, dessus on est en point texturé et ça roule ma poule. C'est très simple à faire. Là, du coup, une fois qu'on a passé la grosse partie du montage en picot, de la brioche et tout, c'est d'une simplicité enfantine. La brioche, elle est très simple puisque c'est de la brioche unicolore en rond et vraiment c'est une technique assez facile. J'ai un truc qui me convient pas sur cette chaussette. Est-ce que vous voyez? Peut-être que vous savez là déjà maintenant, alors que je vous la montre, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que la brioche, ça s'étale beaucoup. Et alors j'avais un peu cette inquiétude avant de monter la chaussette, mais je me suis dit, ce sont des chaussettes hautes, c'est peut-être prévu pour accommoder le mollet, et donc c'est bien, voilà. Mais quand même, c'est prévu pour accommoder le mollet, vous avez vu la largeur. Si vous avez vraiment des gros mollets, ça peut être bien. Moi, j'ai le mollet assez costaud quand même, hein. J'ai pas des petits mollets fins, hein. J'ai un bon mollet. Dans la famille, on est... le surnom de ma mère, le petit surnom amical que mon père donnait à ma mère, c'était Jojo les gros mollets quand même. et ma soeur et moi, on a hérité directement, donc on a des bons mollets dans la famille. Mais moi, mes mollets, en fait, ça ne tient pas, c'est trop lâche, quoi. C'est trop lâche, la brioche. Et donc, c'était bien ce que je me disais au moment de monter ça, je me suis dit,
C'est bizarre qu'on n'ait pas des aiguilles plus petites ou qu'on n'ait pas moins de mailles au niveau, du haut. Et oui, parce que du coup ça un peu lâche. Ça sert pas du tout quoi, mais vraiment pas. J'ai même de la place. Et même je me dis, j'espère qu'au blocage la laine elle va pas faire genre je m'étire quoi, je m'étale. Parce que sinon il va y avoir un problème. Donc voilà, donc je vous conseille si vous faites cette paire de chaussettes de faire attention. Et alors notamment si vous avez un petit mollet tout fin ou un mollet normal, et ben ça va bailler mais fort quoi. Donc faites attention. Mais sinon pas de problème, voilà, puis c'est joli. Et la laine, c'est de la laine. Alors du coup je croyais que j'avais le papier mais je l'ai pas. Il n'y est pas. Il va falloir que je retrouve la deuxième pelote hein, parce que ce sera mieux. Je croyais que j'avais le papier. Non, je ne l'ai pas. C'est de la laine onion qui contient de l'ortie pour faire en lieu et place du nylon, vous voyez. Donc bon, du coup, je vous dirai au porté si c'est aussi résistant que le nylon. Cette paire de chaussettes, elle va aller dans mon panier. Je vous montre ça. Je participe au CAL au fil du panier organisé par Rosébal de Laine, par Ludivine. Et elle en parle dans son podcast. Allez la voir. Et elle a toujours des super idées, Ludivine. Et donc là, son idée du jour, c'était de faire un CAL pour avoir des choses à offrir au moment des fêtes de fin d'année. Et alors moi, je me suis dit notamment que ça allait être ma boîte de bas. J'ai des bas, je fais des bas, je les mets dedans, et donc ça ce sera pour moi. Et puis je me disais également que j'allais faire des choses pour mes enfants, pour leur calendrier de l'Avent, puisque notamment mon fils adore les chaussettes tricotées, je pense qu'il pourrait ne mettre que ça. Donc je pense que je vais lui en faire un peu, et ma fille elle aime bien ça aussi quand même. Et puis j'ai envie de leur tricoter des petites peluches, là, un peu comme les lapins, mais pas les lapins. Et puis aussi, j'aimerais tricoter, parce que j'ai plusieurs kits voilà, pour faire des décos de Noël. Ça, c'est des kits que j'avais achetés chez Action il y a 2 ans, donc je pense que c'est difficile à retrouver, mais bon, j'en ai 3, des petits pulls. Et donc, ouais, j'aimerais faire ça. Et donc, l'idée, c'est de remplir un panier et d'avoir des choses à offrir à Noël. Et alors, l'idée première de Ludivine, c'est de faire un panier de bonnets. Mais après, elle a dévié son propre truc en disant qu'elle allait faire aussi un panier avec plein de petites choses brodées. Donc voilà, si vous voulez participer, il suffit d'avoir un panier et puis de le remplir, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et avec des choses que vous voulez, vous pouvez faire tout un tas de crafts différents, quoi. C'est pas obligé d'être du tricot ou de la broderie, ça peut être du crochet, ça peut être plein de choses. Vous faites ce que vous voulez. Et alors moi j'ai ce très très beau panier. Regardez. Je l'ai montré là dans le vlog qui sortira la semaine prochaine. Donc vous le reverrez ce panier, mais bon c'est pas grave. Je me double un peu les trucs, mais toutes les personnes qui regardent le podcast ne regardent pas forcément le vlog, donc voilà, je répète un peu. Donc ce panier, c'est un panier qui m'a été offert quand j'étais à la fac par mon amie Claire. C'était un panier pour le tricot, parce que je tricotais, et Claire, je lui ai appris d'ailleurs à tricoter à la fac. Et voilà, et donc ce panier, je ne l'utilisais plus depuis quelques temps. Il était en quarantaine parce qu'il a subi une invasion de mites, ce pauvre panier. Et donc toutes les laines qui étaient dedans, elles étaient complètement mitées, et du coup j'avais grand peur de remettre de la laine dedans. Et pendant très longtemps, du coup, je m'en suis pas servie. Mais là, je me suis dit, ça y est, j'avais vidé déjà il y a quelques temps toute la laine et tout ça, le temps que tout s'en aille. Et donc là, il n'y a plus rien, il est sain, et je vais pouvoir m'en resservir. Alors, le problème que j'avais avec ce panier pour m'en servir pour le tricot, c'est que, vous voyez, c'est de la vannerie, et il y a plein de petits bouts qui dépassent d'osier là, vous voyez. Et donc la laine s'accrochait dedans. Donc ça, c'est pas top.
Mais Ludivine, dans sa grande sagesse, proposait de décorer son panier en mettant un tissu. Et donc je me suis dit, bah en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse une doublure en tissu pour mon panier. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Ce que je mettrai dedans, la laine ne s'accrochera pas et ce sera bien. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir réutiliser mon panier. Ensuite, je vais passer au Lainathlon. Oui. Donc c'est dans un cal déco, hein, on est d'accord. Bon, j'avais déjà enchaîné avec l'histoire du cal du panier, au fil du panier. Mais donc le Lainathlon, ça c'est terminé. Oh, tristesse. Le 1er mars. Il y a eu beaucoup de participations. J'ai noté 179 participations et 120 personnes ont atteint leur objectif. Donc bravo à tout le monde pour vos participations, c'est super quoi. Beaucoup d'objectifs atteints aussi, donc vous devez être super contents. On a plus de participations que l'an passé, puisque l'an passé on avait 155 participations et 91 objectifs atteints. Donc on a non seulement plus de participations, mais aussi plus de personnes qui ont atteint leur objectif. Trop bien. Et cette année, si vous avez participé, ça vous aura pas échappé que j'étais pas méga présente. En fait, le Lainathlon, maintenant que mon activité a évolué et tout, il tombe à un moment qui est pas idéal pour moi. Vu que c'est la fin d'année, le décembre, janvier, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, donc il y a ça, et puis d'autre part, je me rends compte que organiser les cals et tout, je suis plus à fond quoi. Même participer à des cals, j'ai du mal, donc c'est pour dire. Je poste plus, j'oublie de poster mes trucs, enfin, je suis pas du tout. Plus ça va, et moins je suis dans les cals, même si je trouve ça génial parce que. À côté de ça, j'allais lire les fils de discussion et tout ça sur le Lainathlon. Je trouvais ça super, tout le monde était à fond, il y avait beaucoup de papotes, c'était génial quoi, il y a une super ambiance, on découvre plein de projets, enfin plein de modèles et tout, c'est franchement trop bien quoi. Mais moi je sais pas, j'arrive pas à participer quoi, donc bon, c'est pas très grave. Et heureusement pour l'organisation, j'ai été hyper aidée par notamment Claire, Fils Éclectiques et Sourisette, Anouk. Et heureusement qu'elles étaient là parce que j'étais complètement à la ramasse. Hein. Et donc là, c'est notamment Sourisette qui m'a fait le tableau magnifique avec tout. Elle a tout vérifié, si vous aviez validé vos participations, tout ça, machin. Elle m'a fait un super tableau avec tout détaillé. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai pu faire ce matin les tirages au sort et compagnie. Et que donc, je vais pouvoir annoncer qui a gagné quoi, surtout. Alors, cette année, on avait comme d'habitude les courses du 1000 mètres. Donc on a 1000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 7000, 10 000 et 15 000 mètres. Voilà. Alors au 1000 mètres, il y avait très très peu de participation. Hein. Je vous le dis tout de suite, je crois qu'il y avait 5 participations au 1000 mètres. Donc grande chance de gagner du coup, hein, c'est bien. On a donc en tirage au sort, j'ai tiré. J'arrive pas à le faire là. Hein. Vous voyez comme je galère. Je suis en train de lire. En fait, j'ai une liste avec plein de trucs notés et je galère à me lire. Donc désolée. Avant de passer à l'annonce des tirages au sort, je voulais aussi féliciter les 3 messieurs qui ont participé cette année au Lainathlon. Il y avait Eric, donc c'est ZNR, Benoît qui est Tricochou 86 et Damien qui est Scare Adams. Et Eric et Benoît ont validé leurs 3000 mètres, donc bravo les gars, c'est génial. Et voilà, bah, c'est chouette d'avoir un peu de testostérone dans cette course. Je suis pas sûre que ça change grand chose au niveau des métrages, mais bon. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des hommes qui participent au Lainathlon. Donc le tirage au sort, on commence avec le 1000 mètres et au 1000 mètres c'est 1001 idées qui a gagné, donc bravo à toi.
Elle a fait 1465 mètres pour valider sa course de 1000 mètres. Et donc, 1001 idées, tu gagnes un patron d'Aglaé Laser et un jeu de 20 nanomarqueurs de Aglaé Laser aussi. Donc, merci à toi pour ta participation. Et merci à toutes les filles qui ont participé aux 1000 mètres. Et merci aussi à Aglaé Laser pour avoir eu la gentillesse de sponsoriser le Lénathlon cette année encore. Donc ceux qui ont gagné, je vous laisse vous rapprocher des personnes qui vous offrent les lots. Hein. Je vous mets, de toute façon, je ferai le récap dans un post sur le fil du Lénathlon, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos. Je taguerai tout le monde, comme ça tout le monde sera au courant de quoi, de qui, de qui est-ce. Et ce sera plus simple, hein, parce que là... Bon, après, si vous avez l'info là tout de suite en regardant le podcast et que j'ai pas encore fait le post, vous pouvez aller voir, bien sûr, contacter la personne qui vous offre un lot. Voilà. Pour le 3000 mètres, c'est Lily Compagnie qui a gagné. Et elle a gagné avec 3374 mètres. Et elle a gagné le lot offert gentiment par ma copine Aurélie un instant chez moi, donc c'est sa boutique et son pseudo c'est Atalante09. Donc voilà, Lily Compagnie, je te laisse te rapprocher d'Aurélie pour ton lot. C'est un lot laineux. Voilà, je n'en sais pas plus. Vous voyez, je n'ai pas demandé forcément à tout le monde ce qu'ils offraient, donc je vous dis simplement qui vous a offert un lot. Et donc, merci à Aurélie pour avoir sponsorisé encore de nouveau le Lénathlon. Et puis bravo Aurélie aussi pour avoir validé tes 15 000 mètres. Dans la course du 5000 mètres, je voulais préciser qu'on a repêché une personne cette année, grâce à la grande bonté de Sourisette et à la mienne. On a repêché Loli Pelote, parce qu'il lui manquait 8 mètres pour valider sa course de 5000. Et en plus, elle n'a pas validé l'encours bonus. Vous savez, à la fin du Lénathlon, on a toujours un encours bonus. On peut compter le métrage de son encours. Et elle ne l'a pas fait. Et donc, on a décidé, Sourisette me l'a proposé, et moi j'ai dit oui, de repêcher Loli Pelote. Donc bravo Loli Pelote, tu as validé ton 5000 mètres. Non, que ceux qui ne sont pas d'accord quittent la salle tout de suite. Et donc, le tirage au sort du 5000 mètres, cette année, c'est Marie 13821 qui a remporté le 5000 mètres. Et elle a remporté avec 5023 mètres sur le fil. Et tu remportes un écheveau, Marie, de Arcoiris Yarn. Donc je te laisse, pareil, te rapprocher de Ludivine de Arcoiris Yarn. Et merci Ludivine d'avoir sponsorisé le Lénathlon, c'est hyper gentil. Pour le 7000 mètres, on a eu au tirage au sort les Tricofolies. Les Tricofolies avec 10 336 mètres. T'aurais dû changer de course, ma cocotte, hein, parce que là, t'as explosé le truc. Et alors, les Tricofolies détient aussi un autre record du Lénathlon, puisque c'est celle qui a validé le plus grand nombre de projets, avec 51 projets. Elle a fini 51 projets entre le 1er décembre et le 1er mars. Moi, je dis franchement, chapeau bas. Et donc, les Tricofolies, tu remportes le lot offert par Vulcan Yarns, qui n'est autre que Chi. Et merci beaucoup à toi, Chi, d'avoir sponsorisé aussi le Lénathlon. Et Chi, c'est Maureen en vrai. Et bravo à toi, les Tricofolies. Pour le 10 000 mètres, la personne qui a gagné au tirage au sort est Malou73. Bravo à toi! Et Malou73 a validé avec 10 818 mètres. Et tu remportes le lot offert par les petites potions
Déborah. Et Déborah t'offre un lot qui comporte un écheveau de soc et un écheveau de mohair. Donc voilà, je te laisse te rapprocher de Déborah pour ton lot. Pour le 15 000 mètres, donc la course la plus difficile, la course des fous, le tirage au sort a été remporté par Folfloche, qui avait quand même 18 111 mètres, donc elle a largement validé sa course. Folfloche, tu remportes le lot gentiment offert par la Fée Ballot, Marie, qui t'offre un kit de 3 écheveaux et qui est très joli. Elle m'a envoyé la photo, si j'y pense, elle sera par là. C'est dans les tons jaune, clair, voilà. Bon. Et c'est très très beau. J'espère que j'y penserai à mettre la photo. Et donc merci beaucoup à toi, la Fée Ballot, de nous avoir offert ce super lot. Et sinon, j'ai décidé cette année de faire un petit peu les choses différemment parce que c'est après tout moi qui organise le Lénaton, donc je fais qu'est-ce que je veux. Et j'avais envie, parce qu'on a eu aussi plein de patrons offerts, et j'avais envie d'offrir ces patrons à d'autres personnes, pas forcément aux gagnantes, aux gagnantes des tirages au sort des courses. J'ai eu notamment envie d'offrir un patron à la personne qui a eu le projet qui avait le plus grand métrage, voilà, le plus long métrage sur un projet, c'est clair. Et cette personne n'est autre que Marticha sur Ravelry ou la Martine Orzo sur Instagram. Et donc Martine a tricoté une couverture, a crocheté une couverture en granit qui avait à elle-même un métrage de 11 200 mètres. 11 200 mètres pour un objet. Bon, une couverture, évidemment, c'est pas un string, on est d'accord. Mais bon, c'est énorme. Et donc, Martine, pour ce très beau projet, tu remportes un patron de Le Zèbre Tricote. Le Zèbre Tricote, elle n'est pas très connue comme designeuse, elle a des très jolies choses et elle a 20 modèles quand même qu'elle propose, donc tu auras de quoi te faire plaisir. Ensuite, on a eu le plus gros métrage au total, hein, de toutes les courses de tout le monde. C'est Hermine Bleu qui l'a réalisé encore cette année. L'année dernière, c'était déjà elle, mais alors cette année, elle a explosé son record, puisque l'année dernière, elle était à 19 000 et quelques mètres, je crois. Et cette année, elle nous a validé 31 994 mètres. Vous voyez ma tête. C'est ouf. Et en plus, elle a perdu des photos, donc il y a des projets qu'elle n'a pas validés. Donc c'est 31 994 mètres sans les photos manquantes, quoi. Imaginez un peu le truc de dingo, quoi. Et donc Hermine Bleu, pour te récompenser de cette performance absolument incroyable, je t'offre c'est pas moi qui t'offre, c'est Anaïs Louve qui t'offre un de ses patrons. Donc je te laisse te rapprocher d'elle. Anaïs, donc c'est, je crois que sur Ravelry c'est Anaïs Fauchère, son nom de designeuse. Et sinon, c'est Anaïs Louve sur les réseaux. Donc voilà. Merci beaucoup Anaïs d'avoir offert aussi un patron. Et j'ai pas dit merci le Zèbre Tricote, mais merci le Zèbre Tricote aussi d'avoir offert un patron. Voilà. Et sinon, j'avais aussi envie de faire un tirage au sort complètement hasardeux. J'ai pris toute la liste des participants qui avaient validé leur course et j'ai fait un tirage au sort comme ça, clac clac, avec qui va remporter un bon d'achat de 25 € dans ma boutique. Donc voilà, j'espère que vous serez contents. Enfin vous, une personne va être contente ou pas d'avoir gagné 25 € d'achat dans ma boutique. Et donc la personne que j'ai tirée au sort, c'est Aurélie Alfonso 17 qui a validé 4787 mètres dans la course des 3000 mètres, donc elle a fait pratiquement le 5000 mètres.
Et voilà, et donc je te laisse me contacter pour me dire ce que tu veux. Tu peux avoir ce que tu veux et t'es pas obligé de les dépenser tout de suite, je te précise directement les choses. C'est que tu peux très bien les garder. Et puis par exemple l'année dernière, c'était Gwenola qui avait gagné un bon d'achat. Et Gwenola, elle avait attendu pour acheter le calendrier de l'Avent par exemple. Donc voilà, tu peux très bien les garder pour plus tard, il n'y a pas de souci. Et j'ai un autre patron à offrir, et ce patron, j'avais très envie de l'offrir à Sourisette pour l'énorme charge de travail qu'elle a eue, puisqu'elle a validé toutes vos courses, elle a vérifié tous vos postes, et je sais très bien le travail que ça représente, puisque j'ai eu à le faire d'autres fois. Et donc, Sourisette, pour te remercier, je t'offre un patron de Même les anges tricotent. Même les anges tricotent qui a été très représenté sur le Nénathlon, puisque il y a eu beaucoup de ces testeuses qui ont validé des projets à elles. Donc voilà. Et du coup, ouais, Sourisette, je me suis dit que j'avais très envie de te remercier par ce biais-là. Donc voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Voilà, merci à tous et toutes d'avoir participé au Nénathlon. On remettra ça de toute façon en décembre, ça c'est sûr. Et puis voilà, j'espère que je réussirai à être un peu plus active sur mon propre cal, ce serait pas mal. Mais en tout cas, même si je suis pas active, ça me fait toujours très plaisir d'en faire la publicité, de l'organiser un peu et voilà, qu'il ait toujours lieu le Nénathlon, parce que je trouve que c'est un super chouette événement et franchement ça me fait super plaisir de voir la très belle ambiance qu'il y a sur ce cal. Voilà, j'ai tout dit pour le Nénathlon et j'aimerais passer à la partie lecture du coup. Partie lecture, j'ai 2 ouvrages à vous proposer, à vous présenter. Le premier, c'est les livres que j'ai lus avec ma fille. Je lis tous les soirs en lecture du soir à mes enfants. On lit un livre avec Liam, puis après je lis un livre aussi avec Raphaël. Comme ça, ils ont chacun un livre qu'ils ont choisi et voilà. Du coup, Raphaël, ces derniers temps, je lui ai lu cette trilogie. On n'a pas tout à fait fini, vous voyez, il nous reste ça. C'est Pollyanna. Donc le premier tome c'est Le secret de Pollyanna, le deuxième c'est Pollyanna à Boston, le troisième c'est Pollyanna amoureuse. Ce sont des livres de... j'avais même pas fait attention à ça. Alors là, vous voyez, je suis en dessous de tout parce que j'avais même pas fait attention et ça explique bien des choses. C'est pas le même auteur pour les 3 livres. Je lis du coup la... Ok, donc en fait Pollyanna, c'est à la base 2 bouquins. Je me disais aussi que celui-là, je le connaissais pas jusque-là, mais bon. Donc, à la base, ce sont les livres de Eleanor H. Porter, qui est une romancière du début du XXe siècle, une romancière américaine. Pollyanna, alors attendez, je regarde. Ouais, il n'y a pas d'autre précision. Donc Pollyanna, c'est un roman du début du XXe, c'est un roman jeunesse. En gros, on suit, et donc qui a été écrit par Eleanor H. Porter, et donc une autre personne, Harriet Loomis Smith, a rédigé d'autres tomes, dont celui-là, et apparemment il y a 8 tomes en tout, donc 2 tomes de Eleanor Porter, et 6 tomes ensuite de Harriet Loomis Smith. Mais je pense qu'on s'arrêtera après celui-là. Parce que déjà c'est pas mal. Donc là on a les 2 entre guillemets vrais tomes. Et c'est vrai que le style change un peu quand même entre les 2.
et l'intérêt aussi, je trouve. Donc, l'histoire de Pollyanna. Pollyanna, c'est une petite fille de 8 ans qui est orpheline et va vivre, se retrouve après la... En fait, elle a perdu sa mère quand elle avait 4 ans, je crois, et là, son père est mort, et elle se retrouve... Je vous spoile rien, parce que c'est vraiment le tout début du livre. Elle se retrouve à aller vivre chez sa tante Polly, de l'autre côté des États-Unis, en gros. Elle était plus ou moins dans l'ouest, et là, elle doit aller chez sa tante Polly à côté de Boston, à Beldingsville, dans un petit village. Et donc, sa tante Polly est une personne désagréable. En fait, c'est une personne triste, qui n'a pas d'enfant, qui vit seule, qui est très attachée à ses petites habitudes, et donc, évidemment, toute sa vie va être bouleversée par l'arrivée de cet enfant. Et Pollyanna, la particularité qu'elle a, c'est que c'est une enfant très très joyeuse. Elle est toujours heureuse de tout, parce que son père lui a appris à jouer un jeu qui s'appelle le jeu du contentement. Et le jeu du contentement, son père était pasteur, on précise quand même. Le jeu du contentement, en gros, consiste à trouver dans chaque chose difficile une raison d'être heureux. Voilà. Et c'est-à-dire que, par exemple, l'histoire qu'elle raconte toujours, c'est que elle recevait des colis de missionnaires, donc quand elle était à la mission, l'église de son père, quoi. Et donc, ils étaient très pauvres, et donc elle recevait des colis missionnaires, et elle rêvait d'avoir une poupée à Noël. Et dans le colis missionnaire, elle avait tellement espéré avoir une poupée qu'elle était persuadée de l'avoir, et donc elle a été très très déçue, puisque la seule chose qui allait pour un enfant dans le colis, c'était des béquilles, une paire de béquilles. Et du coup, évidemment, la pauvre petite Pollyanna, à cette époque-là, a été très très triste de ne pas avoir une poupée et d'avoir des béquilles à Noël. Et son père lui a dit, mais écoute, tu vois, il y a toujours une chose dont on peut se réjouir. Par exemple, une paire de béquilles, eh bien, tu peux te réjouir de ne pas en avoir besoin. Et donc Pollyanna joue ce jeu avec absolument tout, et enseigne ce jeu aux autres. Et donc elle bouleverse toute la vie du village, la vie de Polly en premier, et de tout le village ensuite. Et donc voilà, 2 tomes pour raconter toute la jolie vie de Pollyanna. Donc là, on s'arrête quand elle a une vingtaine d'années en gros. Et là, on part en gros à son mariage et tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez différent, quoi. Ces 2 tomes sont vraiment très très beaux. Du coup, je n'ai pas trop envie de parler du 3e tome, parce que déjà, je ne l'ai pas terminé, et puis je l'ai moins aimé, donc je vous conseille de vous concentrer là-dessus. Un mot sur l'édition. Cette édition française n'est pas une édition de qualité. Alors, je suis désolée de devoir dire ça, parce que j'aime pas dire des mauvaises choses. Les livres sont quand même assez chers, ils sont à 14 € l'unité. C'est donc l'édition L'échelle de Jacob. La traduction n'est pas d'une grande qualité, et il y a des fautes. Et beaucoup, quoi. Enfin, bon, ok, je suis traductrice, alors j'ai l'œil plus affûté et je vois plus les fautes, mais quand même, j'ai trouvé que c'était un peu too much, quoi. Entre ça et les problèmes de trad, voilà. Cela dit, il y a une autre édition qui est sortie, donc essayez d'aller voir si c'est mieux, en français. Et ma fille a adoré ce bouquin, mais adoré. Alors moi, je l'avais beaucoup aimé, moi je l'ai lu en anglais il y a déjà un moment, puisque une de mes grandes passions dans la vie, c'est la littérature jeunesse anglo-saxonne. Mais alors, ma fille a absolument adoré ce livre, elle m'en parle tout le temps. Bon, on n'a pas fini non plus, mais même dans la journée, parfois, dès qu'elle voit quelqu'un relativiser, prendre le bon côté des choses, elle me dit « Ah, comme Pollyanna !» Ou même elle le fait des fois d'elle-même, elle dit « Bon, on va faire comme Pollyanna !» Et elle cherche... elle joue le jeu du contentement, du coup c'est vraiment très rigolo, quoi. Et c'est un livre qui l'a déjà beaucoup marqué en fait, et qu'on n'a même pas fini, donc vous voyez. Je vous conseille vraiment la lecture de ce bouquin, qui est hyper
doudou, quoi. Pour moi, c'est une lecture doudou. J'adore, voilà, l'histoire de... C'est un grand classique en même temps, la pauvre petite fille qui orpheline, qui se retrouve propulsée chez une méchante tante. Enfin, elle n'est pas méchante, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu, voilà, mais c'est hyper frais, en fait. C'est hyper frais, alors que c'est un roman du début du XXe, quoi. C'est hyper frais parce que... un peu de gaieté, un peu de bonheur, enfin voilà, c'est toujours, comment dire, d'actualité, quoi. On a toujours besoin de ça. Et du coup, voilà, je vous conseille vraiment ces bouquins qui se lisent comme comme des petits pains chauds à la cannelle, quoi. C'est vraiment un super livre. Hop, le deuxième, rien à voir, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Betty ça a été déclaré apparemment un des meilleurs romans, si ce n'est le meilleur roman de 2020. Et il est assez incroyable. Je ne l'ai pas encore fini, vous voyez, il me reste 100-150 pages à lire. Il n'empêche que je voulais vous en parler maintenant, puisque je me suis quand même fait une très bonne idée du livre, je pense, vu que j'en ai lu les 3/4 et les 2/3. Je sais pas si j'y penserai dans le prochain podcast, parce que le prochain podcast sera peut-être pas tout de suite, et donc je préférais vous en parler maintenant. Ce bouquin est assez incroyable. On suit... Alors, c'est l'histoire de Betty. Betty est une petite fille qui est née aux États-Unis et qui... elle grandit là dans les années 60, en gros. Donc elle est née dans les années 50, c'est ça. Fin des années 50. Et enfin bref, donc là on est... Parce que là, en ce moment, on est dans les années... je crois qu'on est en 64, elle doit avoir 11 ans, vous voyez. Donc elle est née en 53. Et elle est née d'un père d'origine indienne cherokee et d'une mère blanche. Et donc, ce livre traite en partie du racisme, puisque alors Betty a de nombreux frères et sœurs, mais c'est elle qui a vraiment hérité des traits cherokee de son père. Elle a la peau de couleur mate, voilà, bronzée, indienne, quoi. Et donc elle subit de plein fouet le racisme, et ce qui est assez terrible d'ailleurs, parce que quand on voit une enfant subir à ce point le racisme, enfin le racisme est toujours terrible, mais alors là c'est décrit avec une violence, c'est dur quand même, hein. C'est-à-dire que ce livre alterne des moments de la plus pure poésie avec des moments de la plus rare violence. Alors ça fait un cocktail détonnant, quoi. Vous en prenez plein la vue, quoi. C'est plein les émotions, quoi. C'est terrible, quoi. Enfin, je sais même pas comment dire, parce que à la fois c'est beau, mais beau à spammer, quoi. C'est écrit hyper bien. Je sais pas ce que vaut... Alors moi je le lis en anglais, bien sûr, mais il est traduit en français. Je ne sais pas ce que vaut la traduction française, mais apparemment je connais des gens qui l'ont lu, qui l'ont trouvé super, donc j'imagine que la traduction est de qualité. C'est... En fait, elle décrit des moments de très grande poésie, et c'est plus... Voilà, c'est pas l'écriture qui est tellement poétique. Alors l'écriture est très belle, mais je dirais pas que c'est l'écriture qui est poétique, c'est plus les moments qu'elle décrit qui sont pleins de poésie, les choses qu'elle décrit. Et des instants de violence, mais quand on a le racisme, quand il y a des histoires de viol, d'inceste, waouh, il y a des trucs, c'est lourd, quoi. Mais à la fois, et on sait, enfin en fait, j'ai du mal à en parler, hein, c'est dingue, il est tellement énorme, ce roman. On a vraiment... je veux pas que... Parce que tout le temps, j'ai lu, c'est un livre qui est dur, c'est un livre qui est dur. Oui, c'est un livre qui est dur, mais il y a tellement des moments de grâce aussi dans ce livre, et ça, il faut le souligner, quoi.
il y a des moments de pure grâce, quoi. Et c'est très très beau. Très très beau. Mais on ne sait jamais ce qu'il va y avoir ensuite. C'est-à-dire qu'on peut être vraiment plongé dans la poésie, la grâce et tout d'un coup, plam, tout se casse la gueule, quoi. Et enfin, c'est vulgaire ce que je dis, mais il n'y a pas d'autre mot, quoi. Tout se casse la gueule, quoi. On se prend une gifle monumentale, et là on fait, waouh, c'est d'autant plus violent qu'avant c'était beau, quoi. Enfin, voilà. Et donc en fait, on suit l'histoire de Betty donc, et de sa famille. On part d'ailleurs à la base de la rencontre entre les parents de Betty. Donc on part même avant Betty. Et donc on a toute la naissance de ses frères et sœurs, tout ça, tout le monde. Et on suit l'évolution de cette famille. Et donc ce bouquin est très très intéressant dans ce qu'il montre, voilà, du racisme. Il est aussi surtout du racisme de l'époque. Hein. On est quand même dans les années 60 aux États-Unis. Voilà, c'est pas la meilleure période. Hein. Bon, je dis pas que c'est réglé et que tout va bien maintenant, mais quand même à cette époque-là, c'était encore autre chose. Hein. C'était encore un autre niveau. Et on a aussi tout ce qui concerne la place de la femme dans tous ses aspects. Travail, non-travail surtout, sexualité, tout. Et le corps, tout ça. Enfin, c'est très 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 intéressant aussi, ces aspects-là. Et puis ça pose des choses aussi par rapport à aujourd'hui où il y a... C'est ça, que ce soit de façon par rapport au racisme, à la place des femmes, à la prise en compte des viols et de l'inceste. Il y a des choses qui ont évolué, mais on est quand même loin d'être au top niveau, quoi. On est tous d'accord hein, là-dessus, je pense. donc c'est intéressant parce qu'on peut voir à la fois le chemin parcouru et à la fois se dire ouais mais il y a encore du chemin à parcourir parce que ces points-là, ça va pas, toujours pas quoi. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit, c'est très beau et c'est très violent. Si vous avez du mal à lire des choses concernant le racisme ou l'inceste ou le viol ou quoi, ne lisez pas ce bouquin parce que, enfin, je veux dire, si pour vous c'est insupportable et que vous ne pouvez pas lire des choses là-dessus, ne lisez pas ce livre. C'est violent là, sur ces sujets-là. Après, oui, il est dur, mais il est aussi tellement beau, tellement beau. Je peux que vous le recommander très très chaudement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, moi je le lis pas très vite, vous voyez, puisque ça fait déjà un moment que j'ai commencé. Je le lis pas vite parce que je savoure ma lecture et que je suis pas quelqu'un qui lit très vite de toute façon. Je ne lis pas énormément non plus chaque jour. Et ça fait partie des livres qui ne se lisent pas d'une traite en dévorant le truc, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut se poser et voilà, et prendre le temps, quoi. Il y a des phrases que je relis 14 fois, parce que moi je suis comme ça, quand je vois une belle phrase, j'ai envie de la lire plein de fois, pour bien me l'ancrer dans la tête. Et donc ça prend un peu de temps à lire, mais le jour vaut la chandelle. Voilà, j'espère que la suite va autant me plaire que... Mais bon, je vois pas comment ça pourrait ne plus me plaire. C'est toujours aussi passionnant. Et voilà, je vous le recommande vivement. Voilà, bon, sur ce, je sais pas comment terminer après Betty, c'est dur. Hein. On peut pas finir là comme ça aussi facilement que d'habitude. Je vous remercie très très chaleureusement de tous vos commentaires, de tous vos messages. Je vous remercie aussi très très chaleureusement pendant que j'y suis de votre accueil de la box Tea Time in Oxford, qui est donc la nouvelle série de box que je lance voilà, sur ma boutique. Je vous en reparlerai de toute façon dès que
quand je les aurai envoyés et que je pourrai vous dévoiler les modèles et tout ça. L'idée de cette box, c'est donc les escapades laineuses. J'en ai quand même parlé un peu en long, en large et en travers déjà un peu partout, mais je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Donc je vous rappelle que c'est en gros l'idée, c'est de faire plusieurs box qui seront regroupées sous les escapades laineuses. Donc la box Tea Time, c'est la première qui nous emmène donc en Angleterre, en Grande-Bretagne même. On va élargir un peu le champ des possibles. Mais précisément en Angleterre, parce que c'est Tea Time in Oxford. L'idée, c'est de s'échapper un peu de notre quotidien. Et surtout dans une époque où on ne peut pas voyager. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une grosse pensée pour tous les personnes qui vivent dans les 16 départements qui viennent de se faire reconfiner la tronche. Hein. Je suis vraiment désolée pour vous et j'espère que ça va aller et j'espère que ça ne durera pas plus longtemps que ce qui est prévu, c'est-à-dire 4 semaines. Là, le coup près est tombé et c'est confinement à partir de ce week-end, je crois. Donc, bon, j'espère pour vous que ça va bien se passer. Je vous envoie plein de bonnes ondes et de courage pour traverser ça. Nous ici, on est encore tranquille pour l'instant. On verra comment ça évolue. Mais bon, et donc du coup, c'était un peu ça aussi l'idée des escapades laineuses, c'était de pouvoir s'échapper de tout ça parce que c'est tellement le bazar que on a besoin d'un peu de douceur laineuse pour nous réconforter et un peu de voyage mental pour changer d'idée, quoi, changer les idées. Voilà, donc puis merci de l'accueil complètement fou que vous avez fait à cette box Tea Time in Oxford parce que ça a dépassé largement toutes mes espérances. Donc voilà, merci du fond du cœur. Voilà, et merci de me suivre aussi dans les vlogs chaque semaine, c'est très sympa d'avoir tous vos commentaires, ça me fait beaucoup plaisir, pas très français mais vous voyez l'idée, ça me fait très plaisir et j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me contacter sur Instagram ou quoi, si vous avez envie de papoter. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt, ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.